Bonjour. Bonjour José, Bonjour Pankio, comment va? ça va très bien, merci. Merci d'être là. Nous avons tous les deux les cheveux rasés. Oui, en effet. Et toi, c'est pourquoi? Alors j'ai les cheveux rasés parce que je suis nonne bouddhiste de la tradition du zen, et donc dans ma tradition, on se rase le crâne le jour de la cérémonie d'ordination. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Et il y a une raison, c'est en fait le symbole de lâcher les attachements. Donc on rase pour se rappeler de ce vœu qu'on a fait d'avoir une vie qui est résumée à l'essentiel. D'accord. Et comment fut cette expérience? Comment? Comment fut cette expérience justement L'ordination ou le l'ordination? rasage? Les Ouais, deux. Les deux. Alors cette expérience, ça a été assez émouvant en fait. Je me souviendrai toujours que le jour où je me suis rasé le crâne et où j'ai fait ce vœu de devenir nonne, après j'ai eu plus peur d'avoir faim ou de manquer de quelque chose parce que c'est l'idée d'entrer dans une communauté. D'accord. Donc c'était très fort, très puissant. Mais ta relation avec les cheveux auparavant, disons quand tu étais plus jeune, c'est souvent chez beaucoup de femmes, c'est sacré. Je me rappelle ma mère, Ouais. elle a eu une petite bataille avec le cancer, elle a fait la chimio, oui. elle a perdu ses cheveux, Mhm. et ça fut un grand choc. Plus que la douleur de la chimio, ce fut Les cheveux, hein. le fait de perdre ses cheveux qui l'ont vraiment choqué. Mhm. C'est-à-dire que les femmes par rapport aux hommes, il y a une relation tout autre avec les cheveux. Mhm. Quelle était ta relation auparavant? Alors, jeune, Ouais. j'ai essayé plein de coupes de cheveux différentes. Hein, j'ai fait pas mal de tests. Mais ça n'a pas été vraiment difficile. C'était plutôt une libération. L'idée de, je sais pas, comme une forme vraiment de liberté, quoi. D'accord. Ouais. Donc un poids qui s'est enlevé. Ouais, un poids qui disparaissait et c'est partagé par pas mal de gens qui font cette expérience. Bon, moi, la première fois, c'était pour accompagner ma mère, justement, dans sa douleur. D'accord. Donc, pour lui montrer que les cheveux, ça repousse et que c'est pas aussi important de les perdre parce que de toute façon, après un certain temps, ils repoussent. C'était ma première fois. Et depuis, je les rase parce que c'est moins de boulot, moins de shampoing, moins de temps passé chez le coiffeur. Ça fait économiser quand même beaucoup de temps et un peu d'argent aussi à travers toute une année. Pourquoi le zen? Un peu par hasard, on va dire. J'ai découvert le bouddhisme avec les livres du Dalai Lama. Oui. Et c'est vraiment ça a été vraiment l'expérience fondatrice, cette lecture. Et quelques années plus tard, donc là j'ai été étudiante, donc c'était pas encore le moment de commencer la pratique de la méditation ou pratique bouddhiste en général. Et quelques années plus tard, j'ai cherché sur Internet, c'était les débuts d'Internet, où est-ce que je pouvais aller pratiquer au début des années 2000, et je suis tombée sur un monastère zen, voilà, par hasard. Donc un monastère qui est situé dans le centre de la France, qui s'appelle le Temple Zen de la Gendronnière, et qui est un très grand monastère avec beaucoup de pratiquants. Et là, il y avait des retraites d'été avec beaucoup d'étudiants. Et donc, j'étais l'une d'entre elles. Ouais. Donc, c'était ta première expérience avec le zen? Auparavant, tu ne connaissais pas du tout? Non, je connaissais pas, mais j'avais même pas non plus lu sur le zen. C'était. Donc, ce qui t'a attiré là-bas, c'est plutôt une retraite? La possibilité de faire une retraite? Voilà, c'est ça. Retraite d'été, retraite de méditation. Et comment fut cette première expérience? Fondatrice, puisque 8 mois après, je me suis installée moi-même dans un monastère. Hein. Donc, mais surtout la sensation d'avoir vraiment trouvé, un sens à la vie, d'avoir vraiment rencontré une pratique, une façon d'être, une façon de percevoir le monde que j'étais en recherche à ce moment-là. D'accord. Si j'ai bien compris, tu as grandi dans la foi catholique ou disons dans la chrétienté, si on veut. Catholique, ouais. Et tes parents, comment est-ce qu'ils ont réagi à ton nouveau chemin ou à ton nouveau sens de vie? Bon, au début, ils se demandaient ce que c'était parce que c'était pas très courant et puis pas différente de leur pratique spirituelle à eux. Mais en fait, ils ont été ravis que un des enfants de la famille emprunte la voie spirituelle. Voilà, c'était pas la même. Au sein de l'église. Voilà, mais pour eux, ça faisait pas de différence. Enfin, c'est toujours le cas. Ils sont très contents qu'il y ait une personne de la famille qui soit religieuse. Voilà. Est-ce que tu as pu faire part de tes enseignements à tes parents ou à tes amis proches?
Partager certaines choses, mais après, mes amis proches, plutôt avec mes parents, j'inverse pas le sens de l'enseignement, c'est plutôt... c'est mes parents, voilà. Donc, c'est plutôt qui continuent de m'enseigner. Tu es nonne, quand même. Donc, c'est un niveau supérieur déjà de pratique, non? Oui, je sais pas. Non, là, c'est un peu différent. Ouais. Si j'ai bien compris, tu es aussi parti au Japon un certain temps pour faire une retraite. Voilà. Une Ango, ça s'appelle? Ango. Je crois savoir aussi que tu as eu des expériences quand même très, très spéciales. dont tu as tiré 3 enseignements que tu as repris dans ton TED Talk. Oui. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, donc c'était une retraite traditionnelle dans un monastère de nonnes, extrêmement traditionnel, et un monastère réputé pour sa difficulté d'accès pour les Occidentaux, puisqu'il y avait peu de langue anglaise, c'était vraiment essentiellement en japonais, et puis aussi très difficile du fait des conditions de vie, sans chauffage, sans confort, avec que de l'eau gelée pour se laver ou laver même son linge. On devait prendre des gants pour pas avoir les mains brûlées, quoi. Et donc il y avait beaucoup de contraintes du matin au soir, beaucoup de choses et très peu de de sourire ou de contact social, de partage, surtout du fait que je parle pas la langue japonaise ou très peu. Et puis et un jour je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, enfin c'est pas ça que je veux faire dans la vie, moi je veux parler aux gens, je veux voilà. Et puis et comme je le raconte dans le TED, ce jour-là il y a eu un petit oiseau qui m'a fait un signe de l'autre côté de la vitre, et au lieu de rester bloqué dans une émotion de tristesse, de renoncement, d'échec, en fait. À la place de ça, j'ai eu une sensation très forte, fulgurante, mais très forte, de l'instant présent. Et cet instant présent, il était habité de cet oiseau, qui était magnifique, un très bel oiseau, très fin. Et donc, j'ai compris d'un instant à l'autre que notre état intérieur, émotionnel, peut changer dès qu'on a une condition qui change. Et du coup, ça a complètement changé la perspective de cette retraite. Et après, je suis restée là tranquillement, on pourrait dire. Mais comment tu expliques ce virement, ce qui était quand même quasi instantané, non? Oui, c'était instantané. Je pense que les conditions étaient là. Mais c'est aussi peut-être le cumul de ta pratique ou... Oui, ça faisait une dizaine d'années que je pratiquais aussi la méditation. Donc, il y avait quand même quelque chose qui infusait, quoi. Ouais. Et oui, c'était l'idée d'être vraiment poussé dans les retranchements. Et à ce moment-là, une virevolte. Et ça, c'est... Mais pourquoi avoir choisi justement la voie du zen? Donc, tu as goûté au monastère la Gendronnière. Parce que quand on s'intéresse un peu au zen, et surtout à la méditation, c'est quand même une pratique très, très difficile, très... ascétique. Ascétique, oui. Austère, même. Pourquoi? Alors... en fait, j'ai trouvé le cadre rassurant. Donc, moi, j'avais une éducation aussi assez cadrée, assez à l'ancienne, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est à l'intérieur de ce cadre que je vais trouver la liberté. J'avais une intuition, déjà toute jeune, que il me fallait un cadre pour pouvoir accéder à la vraie libération intérieure. D'accord. Donc, ça me convenait bien. Et j'ai toujours adoré aussi... la culture japonaise, l'esthétisme, le dépouillement, les calligraphies. Enfin, c'était comme si j'ai déjà connu ça dans une vie antérieure. D'accord. C'était comme de retrouver un chemin que j'avais déjà parcouru. Je vois ce que tu veux dire, parce que mon âme, elle est... où je considère avoir 3 maisons. Donc, mes racines sont au Portugal, où je suis né, où je retourne quand même assez régulièrement, où je me sens aussi chez moi. Ensuite, le Luxembourg, où j'ai grandi. Et surtout Kyoto, où, à vrai dire, mon âme se sent chez soi. C'est vraiment en débarquant dans cette ville au Japon, c'est comme si on fusionnait. Et je me sens tellement bien là-bas, c'est incroyable. Donc, mais c'est Kyoto, pas forcément Tokyo ou une autre ville. Bon, Tokyo, c'est quand même plus... très moderne, plus développé. Kyoto, il y a une âme particulière. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc aujourd'hui, j'habite toujours au monastère où je me suis installée il y a une vingtaine d'années. Donc c'est en Alsace, c'est à 50 km de Strasbourg, à 2 heures de route du Luxembourg.
J'habite là-bas et puis je viens de créer une ferme qui est installée à 300 mètres en fait du monastère. Donc c'était un ancien ranch avec des vieux chevaux et l'idée c'est d'en faire un lieu d'accueil pour les animaux souffrants et puis aussi un centre de retraite et également un endroit où je donne des formations sur la voix, sur la connaissance de soi, sur la méditation, etc. Et pourquoi on a aussi l'idée de faire de ce lieu une sorte de laboratoire d'un espace résilient où on utiliserait le moins possible d'énergie fossile, tout ce qui est possible de mettre en place au niveau du moins d'impact possible sur la terre. D'accord. Donc récupération de l'eau de pluie, permaculture, du chauffage écologique, enfin on explore plein de choses. C'est-à-dire que tu prends toujours des douches à l'eau froide? Ouais. Peu de douche. Voilà, c'est ça. Il semble, on dirait que tu as une relation spéciale quand même avec les animaux. Oui, ouais, tout à fait. Ça vient d'où? C'est récent en fait, hein, c'est récent. Ça date du jour où mon chat, j'avais adopté un chaton, Jojo, qui a disparu dans la forêt. Désolé. Et j'habitais déjà au monastère et pourtant, étant citadine de nature, moi je viens de Paris à la base. Hein. Donc la forêt, pendant une dizaine d'années, elle était là, mais une masse verte. Voilà, c'était pas trop l'endroit où j'allais spontanément. Je prenais plutôt ma voiture pour aller en ville. Et donc ce petit chat a disparu. Et pour le chercher, j'ai arpenté la forêt, les champs pendant des semaines. Donc pas seulement dans les sentiers qui sont tracés, mais vraiment un peu partout. Et il y a eu une forme d'appel qui s'est fait à ce moment-là, aussi envers les chevaux des prévoisins que j'ai rencontrés à cette occasion. Et donc, j'ai pas retrouvé le petit chat, malheureusement, mais par contre, j'ai trouvé la nature, les animaux, etc. Donc, on dirait... Est-ce qu'on peut dire que Jojo a été un messager quand même? Oui, ouais, il m'a apporté ça, en effet. D'accord. Ouais. C'est quoi le zen, en fait? Comment tu expliquerais la voie du zen à un néophyte? La voie du zen, c'est essentiellement la voie de l'assise silencieuse. C'est-à-dire, c'est découvrir une nouvelle façon d'être dans la vie à travers cette pratique qui est très pure, complètement très simple, très dépouillée, qui consiste à s'asseoir devant un mur et puis à observer l'apparition des pensées, l'apparition, la disparition. Donc, on dit observer dans le corps-esprit, c'est-à-dire dans le corps tout entier. Voilà, il y a une émergence souvent un flot de pensées, parce qu'on en a beaucoup. Et le zen consiste à reproduire cette expérience le plus souvent possible, assis, en mangeant, en marchant, en essayant d'être présent aux choses, d'être présent dans l'instant. Et si j'ai bien compris, tu es plutôt dans la tradition Soto? Soto, zen Soto. Et ça veut dire quoi? Alors, Soto, c'est l'abréviation du nom des patriarches qui ont fondé la lignée il y a plusieurs siècles. Et ça distingue une des écoles du zen, donc qui est justement caractérisée par cette pratique de l'assise silencieuse. Dans d'autres écoles, il y a par exemple la pratique du koan. Ce sont les questions sans réponse ou les questions auxquelles on ne peut pas répondre de manière intellectuelle. Et ça, c'est plutôt une autre école qui s'appelle le zen rinzai. Mais on a aussi en commun la pratique du zazen lascive. Hein. Donc, pas de koan chez vous? Pas de koan après les koans de la vie. Hein. C'est-à-dire tu en as quelques-uns du matin au soir, qu'est-ce qu'on fait avec ce Covid-19? Qu'est-ce qu'on fait avec la crise économique qui se... Et comment tu l'as vécu, toi, cette pandémie qui nous entoure toujours? Qui nous entoure. Alors, étonnamment, le moment de la pandémie, enfin, le début, ce confinement qu'on a eu en France, qu'on a eu aussi ici au Luxembourg, nous, on était dans un endroit privilégié, donc en pleine nature. Voilà, on a été confinés à une vingtaine de personnes. C'était plutôt agréable parce qu'on pouvait sortir dans la forêt. Enfin, voilà, on avait des conditions privilégiées. À cette occasion, on a organisé des retransmissions en ligne de toutes les méditations. On en a rajouté. On a proposé des enseignements pour soutenir le moral des troupes de nos pratiquants qui étaient dans les villes. Et là, bon, après les mois passent. Et je dois avouer que cette rentrée me laisse un goût amer dans la bouche
dans le sens où on sait qu'il y a une crise économique très sévère qui se profile. Qui est latente, oui. Qui est latente, que le taux de chômage a monté en flèche, que... je pensais, moi, que ça allait être moins grave, en fait. Il y a cette seconde vague, bien sûr, qui est en train d'arriver, mais c'est surtout le fait de la crise économique qui m'inquiète beaucoup. Et comment peux-tu transformer ce goût amer en goût sucré? Parce que la grande question, c'est que faire de tout ça? Comment réagir? Quels sont tes enseignements que tu pourrais partager? Alors déjà, par rapport au zen, on ne transformerait pas un goût amer en goût sucré, mais on trouverait comment accepter l'émotion du moment. Donc, c'est-à-dire, si ça me rend triste ou inquiète, la première chose que j'aurais à faire en tant que pratiquante, c'est de me connecter à cette tristesse. De pas déjà vouloir la transformer en autre chose, mais en premier pas de la sentir, de l'accueillir, parce qu'elle a une cause, en fait. Ensuite, aussi, donc notre école, mais je pense pas, je suis sûre, c'est la même chose pour toutes les traditions spirituelles, ça va être de trouver justement comment on fait face aux peurs, comment on développe des réseaux d'entraide entre les personnes, comment on apprend à rester stable et centré quand tout s'agite à l'extérieur. Et pour ça, la pratique royale, c'est vraiment de discipliner le corps, c'est-à-dire à travers un corps immobile, de peu à peu trouver que l'esprit se pose. Et à partir d'un esprit posé, d'une émotion acceptée, eh bien, on va pouvoir avoir un effet sur le monde qui est plus positif. D'accord. Je crois savoir que tu as écrit un livre avec certaines pratiques. 3, mais oui. Je voulais me référer au livre qui s'appelle, laisse-moi trouver le titre. Ma cure de silence. Voilà, ta cure de silence. C'est un recueil aussi de différentes pratiques plutôt rapides, non? Des méditations express qu'on peut utiliser. Il y en a, oui. Certaines qui sont rapides, en effet, pour la vie quotidienne. Voilà, c'est ça ce qui m'intéressait, pas seulement, mais comment intégrer une pratique justement dans une vie qui est quand même chamboulée, qui est contrôlée souvent par le stress, par la rapidité. Quelles sont les pratiques que qu'on pourrait déjà partager ici avec nos auditeurs? Voilà, à l'occasion de ce livre, donc j'ai proposé différents outils très pratiques du quotidien qu'on peut faire n'importe où. Donc, on n'a pas besoin de s'installer en silence quelque part ou d'avoir les conditions externes nécessaires pour se faire. Et par exemple, ça fait appel au sens. Alors, dans l'endroit où on est, une chose qu'on peut faire facilement, qu'on soit dans le bus, au travail, en famille, c'est de commencer à écouter les sons qui nous entourent. Juste ouvrir les oreilles. On le fait maintenant ou bien? C'est comme tu veux. Ouais, ok. Oui. Donc, si les personnes veulent le faire. Donc, juste ouvrir les oreilles, se mettre à écouter. C'est plus facile en canalisant le regard vers le bas. Et commencer à percevoir les sons. Donc là, on entend des petites vibrations électroniques. Oui. Les lampes, la lampe du ciel. Du plafond, pas du ciel. On entend le trafic un peu aussi à l'extérieur. Exactement. Et en même temps qu'on perçoit les sons, on va se reconnecter au moment. Ça a pour vertu de nous ramener instantanément dans le corps. Donc, au lieu d'être pris dans notre mental, juste écouter. Tout d'un coup, tac, on revient dans ce qu'on est en train de faire. Et souvent, le stress naît d'une anticipation plutôt négative ou plutôt, quand on est overbooké de choses, de ce qu'on a à faire après. Et donc, s'offrir des pauses d'instant grâce aux oreilles. C'est une méditation en action. Parfait, merci beaucoup. Le rôle de l'ego, justement, dans le parcours du zen, est-ce que c'est facile de se défaire ou de se désintégrer ou de faire distance de son ego? C'est pas facile, non? Ouais. Pas du tout. Ton you. Ça dépend des jours ou des heures. C'est vrai. Ça dépend des heures. À ton niveau, tu as encore des hauts et des bas. Oui. Tu peux en décrire. Mais tant mieux, du coup, je peux. Non, parce qu'on a toujours l'impression que quand tu atteins un certain niveau, tu es toujours en balance. En fait, tu es toujours zen, comme on dit. Oui, c'est l'image d'Épinal. Oui.
Non, et bien sûr, ça dépend des conditions de vie, ça dépend de ce qui se passe Donc, tu n'es pas pendant la journée. immunisé contre les émotions encore. Non, heureusement. Oui, mais si tu te compares, toi, en tant que personne, comparé à une jeune fille de 16 ans, 20 ans, qui fait face aussi à des émotions qui sont quand même, qui peuvent être fortes, comment est-ce que tu différencies entre la personne que tu es aujourd'hui par rapport à qui tu étais il y a 20, 30 ans? Alors, deux choses. La première, c'est que l'émotion dure moins longtemps. Donc, elle va apparaître. J'ai tellement pris l'habitude d'observer les émotions que elles sont presque déracinées assez rapidement, en général. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et la deuxième chose, c'est cet apprentissage que j'ai fait, enfin cette découverte de, se désidentifier de l'ego. C'est-à-dire réussir à devenir témoin ou prendre du recul par rapport aux pensées ou par rapport même à l'idée de moi-même. Comment ça marche? C'est en fait que là tout de suite, par exemple, je sais absolument pas d'où viennent les mots que je suis en train de prononcer. C'est bizarre. Apparemment, il y a des études du cerveau qui ont été faites qui ont montré au fait qu'il y a des connexions qui se font dans notre cerveau avant que ce soit transformé en pensée ou en parole. Donc, est-ce qu'on est vrai, est-ce qu'on a une pensée libre ou d'où est-ce qu'elle vient? Ou est-ce qu'elle est contrôlée? Je ne sais pas non plus. Les neuroscientifiques ne savent pas non plus l'origine de la conscience. C'est quand même incroyable. C'est dingue. Absolument, c'est complètement fou. Alors, du coup, dire que ces pensées, c'est moi, alors que je ne sais pas d'où elles viennent ni où elles partent, ce serait quand même... Oui, mais on se connecte aux pensées assez rapidement. Le moment où après, il y a une sorte d'identification qui se fait très vite. Oui, et cette dissociation est quand même difficile. Dépasser l'ego est pour moi l'un des exercices quand même les plus difficiles. Hein? En fait, on peut apprendre à observer. Quand on a les techniques pour observer les pensées, quand on sait comment faire, c'est ce que moi j'enseigne là aux gens qui viennent à l'Avis Building pour faire les cours de méditation. Quand on sait comment faire le pas en arrière, après ça devient plus simple. Mais si on dit juste, je voudrais lâcher l'ego, évidemment. Très abstrait. Comment il est où? C'est quoi l'ego? C'est quoi les pensées, etc. Et donc ce qu'on peut apprendre, et ça, je pense que tout le monde peut en faire l'expérience n'importe où, c'est que les pensées, elles ont 3 formes différentes. Elles apparaissent soit sous forme d'image, soit sous forme de son extérieur ou de dialogue intérieur qui peut être très fort, soit ce qu'on appelle la pensée du corps, et là, c'est toutes les sensations physiques qu'on a et les émotions qu'on ressent, puisqu'une émotion a une empreinte physique, donc c'est une sensation avant tout. Et à partir du moment où, en temps réel, on sait ce qu'on ressent, on entend les pensées, on voit les images, il y a un recul qui se fait et il y a ce que tu appelles une dissociation, mais qui n'est pas une dissociation au sens pathologique. Une distanciation. Oui. Parce que on est quand même très corporel, ça veut dire on ressent vraiment les choses. On ne devient pas détaché, froid, comme une sorte d'image. Laisse-moi retrouver un peu mes pensées. Du coup, t'as bien... Non, parce que je réfléchis à ce que tu me dis, parce que c'est quand même assez... il faut faire la digestion de tout ça. Mais donc, je disais que dans la foi catholique, tu n'as pas vraiment une pratique prédominante de la méditation. Il y a les dominicains, donc comment on dit, l'école dominicaine qui pratique le zazen, en fait. Et donc, par exemple, à Strasbourg, on a beaucoup de liens avec eux et ils ont un centre où les gens peuvent apprendre la méditation zen. D'accord. Mais c'est une importation alors, ou c'est une intégration c'est une intégration, oui, ils l'ont importé. Assez récente alors. C'est un siècle, oui, je pense. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a aussi beaucoup, ou certains pères jésuites qui, dont certains ont été au Japon et qui souvent reviennent aussi en maître zen. Sans abandonner justement. J'ai oublié certains noms, mais je crois qu'il y en a plusieurs en Allemagne, d'un certain âge quand même assez avancé, qui ont fait justement un voyage au Japon, qui ont été, je crois, prêcher la parole là-bas ou faire un peu de missionnariat.
Et quand ils ont touché justement à cette pratique de la méditation zen, ils sont rentrés à fond dedans. Et ils l'ont intégré dans leur foi. Ouais. Ouais. Le maître Deshimaru, celui qui est le maître japonais qui a importé la pratique en Europe dans les années 60, il parlait du zen comme la religion avant les religions. Donc pas dans le sens de meilleur ou quoi que ce soit, mais dans le sens suffisamment pur ou neutre pour pouvoir s'intégrer à toutes les autres. Donc, le zen, c'est plutôt une pratique spirituelle ou religieuse? Alors, je sais pas, c'est quoi la différence? Moi, j'ai à toi de voir. À toi de me dire. Moi, je crois que, pour moi, je différencie justement la religion plutôt, c'est une spiritualité avec beaucoup plus ou une spiritualité institutionnalisée. Tandis qu'une spiritualité, en son nom propre, ça peut être détaché des institutions. Ça peut être vraiment une voie que toi, tu définis selon tes pratiques, tes envies, et tu peux aller piocher à droite, à gauche, dans différents courants, dans différentes pratiques, dans différentes pensées ou croyances. Et c'est en fait un cocktail que tu construis selon ta propre personnalité, tes besoins, si tu veux. D'accord. C'est en dehors des structures que je vois plutôt la spiritualité. Mais je peux être faux, c'est ma définition. Alors, si on prend cette définition-là, donc le zen serait une religion. Parce que donc il y a un clergé, il y a des organisations, il y a des hiérarchies, il y a des pratiques, des rituels. C'est pas une religion théiste. Oui. Donc c'est ça qui souvent pose problème dans nos catégories occidentales. Comme il n'y a pas de Dieu, on se dit tiens, on va le mettre où? Mais en fait, c'est quand même un système religieux avec des ordres monastiques. Mais est-ce qu'on n'a pas transformé Bouddha en Dieu? Dans certaines traditions, ça s'est fait en Asie du Sud-Est, dans certains endroits, mais pas la majorité des écoles bouddhistes considèrent que Bouddha était un être humain. Et c'est très intéressant puisque ça fait son parcours accessible aux autres êtres humains, puisqu'il l'a incarné en tant qu'être humain. D'accord. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans la définition de la religion avant la religion, pour que je comprenne? C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Et souvent, quand tu dis ça, beaucoup de gens vont attacher des valeurs, ils vont dire « Ah, mais non, mais la mienne, ma pratique est mieux ou ma foi est meilleure, etc. » D'où est la source de beaucoup de problèmes entre les différentes religions et les... C'est pas une question de hiérarchie ni d'antériorité temporelle. C'est-à-dire, c'est pas historiquement que le zen serait avant... tout le monde et donc chapeauterait l'ensemble. C'est pas du tout ça l'idée. C'est l'idée qui revient souvent dans le zen, qui est de chercher cet espace mystique qui est avant les pensées. Et donc, quand on s'installe en méditation, dans cette assise silencieuse, on va partir en deçà, en amont du concept. Et c'est à cet endroit-là, à mon avis, que toutes les religions se retrouvent. C'est dans ce sens-là que c'est dit. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait intégrer justement la pratique de la méditation zen? Oui, bien sûr. Oui. Il y a rien ça demande aucune conversion. Bien sûr. D'accord. Quel est le but justement final de la méditation? Donc, c'est d'accéder à cette présence pure, c'est-à-dire de cette... c'est difficile de mettre des mots dessus, mais... Parce que c'est une expérience qui est difficile à mettre en mots, Voilà, c'est ça. À partir du moment où on nomme l'expérience, elle est forcément tronquée ou elle est forcément interprétée. Mais c'est un état d'être, de connexion avec tout ce qui est là, de perception de l'ensemble, un état de présence-absence, un état d'intérieur-extérieur. Voilà. Souvent, on met les deux mots ensemble pour noter le caractère très spécial de cet état. Et quand il y a accès à cette expérience, au niveau de la vie quotidienne, ça donne une sorte d'ouverture, d'expérience de l'espace. Au lieu que le monde soit fermé mentalement, on ait beaucoup de catégories mentales, beaucoup d'analyses, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se dissout un petit peu, qui une notion de liberté. Voilà. Dans le zen, pour répondre à ces questions-là, les maîtres zen, ils poussent un cri, par exemple.
où ils tapent sur la table, ou alors ils vont faire une calligraphie qui traverse l'espace. Comme ça. Dans quel but, pardon? Eh bien, pour faire effraction avec notre système habituel de concept. Pour sortir un peu du cadre, alors. Sortir du cadre. D'accord. Ouais. Et toi, c'est quoi tes gestes? Non, pour moi, je sais pas. Moi, si, je crois que... J'écris des livres. Tu écris, tu aimes bien être dans la nature, être en présence avec les animaux, c'est ça ce qui t'aide beaucoup? En effet, les animaux, pour sortir du cadre, c'est un très bon repère parce qu'ils ont une présence aussi qui est simple, spontanée. Et comme moi, je suis beaucoup avec des chevaux qui sont assez grands, donc ça oblige aussi à être attentif à leurs mouvements. Donc, on est un peu dans l'acuité de la perception, Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai eu beaucoup de chiens. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont morts ces dernières années. Et c'est en les observant que tu te rends compte qu'ils ont une personnalité, ils ont une âme, ils ressentent la douleur, ils ont des émotions aussi. Bien sûr. Mais ils t'enseignent beaucoup aussi à être présent avec eux, de te connecter avec eux, d'être plus en conscience avec ton entourage et avec toi-même. Donc, j'ai appris à aimer les animaux à travers, justement, en adoptant des animaux et ça m'a beaucoup apporté dans la connaissance de moi-même aussi. C'est quand même... Moi, j'ai un chat qui m'oblige à faire des pauses à l'ordinateur. C'est-à-dire? Chaque demi-heure, il vient te... Au lieu d'avoir une appli gong, moi c'est mon chat, et puis il reste. Et donc là, je l'appelle mon chat de l'instant présent. Oui, mais c'est toi qui l'as entraîné, nous, c'est venu comme ça. Je sais pas s'il est... Il prend soin de moi. Tu te définis souvent aussi comme une nonne 2.0? Oui, soit c'est les médias qui ont dit ça. Ah, ça vient pas de toi? J'ai pas eu l'idée. C'est bien d'où? C'est le fait que j'utilise les moyens de communication modernes pour parler de tout ça, comme on est en train de faire là tout de suite. Et donc j'ai un compte Facebook, j'ai un blog, je fais des vidéos sur YouTube. Et c'est compatible ça? Oui, tout à fait. Après je passe pas mes journées sur les réseaux sociaux non plus. On a toujours l'impression, tu sais, quand on parle de nonne déjà, c'est une personne plutôt en retraite. Et j'ai l'impression que toi, tu es plutôt au centre de la vie et pas en retrait de la vie sociale. Il y a différentes catégories de nonnes aussi, chez les catholiques aussi, et dans d'autres traditions. Et moi, ça s'est présenté comme ça, de façon un petit peu naturelle. J'ai toujours beaucoup aimé communiquer. Et à un moment donné, vers le milieu des années 2000, je me suis dit qu'il fallait accompagner l'évolution technologique, l'évolution sociétale. Sinon, le risque, c'était de plus pouvoir vraiment comprendre les problématiques des personnes. Et donc, dans notre école du Zen, on reçoit beaucoup de débutants, on est très en contact avec le grand public, alors c'était logique pour moi. Donc, tu as suivi un peu toute l'évolution technologique de ces 20 dernières années, quoi. Mais je fais pas tout, Non. Non, parce que j'ai un compte Instagram et Twitter, mais c'est pas moi, j'ai des gens qui m'aident. Ah, d'accord. Non, sinon je passerais toute ma journée. Mais c'est pour ça que ça peut être vraiment très entraînant, très prenant. Ah oui, mais j'aime. Et il y a aussi des dangers psychologiques, c'est-à-dire, il y a sur Netflix un documentaire qui vient de sortir il y a un mois, je crois, qui s'appelle The Social Dilemma. Et en fait, c'est un documentaire sur les personnes qui ont construit beaucoup de ces plateformes de réseaux sociaux. Et au fait, beaucoup d'entre eux maintenant des enfants, et ils témoignent justement des dangers du monstre qu'ils ont créé. C'est ça. Et à la base, l'idée, c'était pas de créer un monstre, mais c'était plutôt... Par exemple, je te donne un exemple du bouton, le like, le petit cœur. Quand tu es sur Instagram ou sur d'autres plateformes, quand tu veux partager quand tu veux liker, aujourd'hui, même les termes de l'anglais ont envahi la langue française. Quand tu veux liker quelque chose, au fait, l'idée de départ, c'était le partage de l'amour. C'était ce sentiment de vouloir partager une appréciation de ce que toi tu as fait. Tu as pris une belle photo, donc je vais appuyer sur le bouton, le cœur, et tu sauras que j'aime bien ce que tu as fait. Donc, et c'est pour ça que c'est j'aime en français. Donc, le sentiment de départ de ces personnes qui ont construit ce concept justement du cœur, du like, c'était au fait le concept de l'amour, de partager justement l'amour. 20 ans après, ou 15 ans, peu importe, aujourd'hui,
il y a certaines personnes qui ont des problèmes, des troubles mentaux, s'ils n'atteignent pas, ou des problèmes d'image de soi-même, s'ils n'ont pas atteint un certain nombre de likes sur leur post, de leur photo. Donc c'est incroyable, comme à la base tu parles de l'amour, et ça peut se transformer en monstre qui peut te bouffer toute crue. Et sans compter que la captation des données, en plus, et que chaque fois qu'on like quelque chose, c'est pris dans des suites algorithmiques pour pouvoir analyser nos goûts et nous proposer des produits à consommer qui pourraient nous faire matcher émotionnellement. Donc c'est extrêmement pervers. Donc toi, tu reçois beaucoup de publicité pour acheter des safos? Des petits coussins, tous les trucs spirituels. Mais j'aime bien quand ils se trompent aussi, parce que moi je suis végane, hein, donc je consomme, c'est ce que tu m'avais dit, je consomme pas de viande. Et alors ils ont du mal à interpréter parce qu'ils m'envoient des publicités pour la viande de Feinfleisch, c'est un truc allemand, alors ça me fait rire à chaque fois. Moi ça me fait moins rire parce que je dis, ils se trompent. Ils ont rien compris, quoi. Quand l'algorithme bug, j'aime bien. Je comprends pourquoi tu aimes bien ça. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête en ce moment, beaucoup de sujets qui s'entrechoquent, donc j'ai du mal à faire un peu le tri pour continuer cette discussion. Mais quelle est j'ai noté ici au cœur de mes notes le mot amour. En rouge. Tout est bleu, beaucoup est bleu, et en rouge, j'ai noté amour. Et tout autour, j'ai méditation, silence, réseaux sociaux, émotions, zen, les origines, etc. Et au milieu de l'amour, le mot amour, pour toi, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? Quel sens a-t-il? Ce serait en fait ce chemin compliqué, d'être suffisamment en paix avec soi-même pour pouvoir se connecter à l'autre. Donc, c'est-à-dire, quelles que soient les peurs, quelles que soient les a priori, les jugements qui peuvent émerger spontanément, mais trouver un espace de paix ou de tranquillité suffisamment fort, de stabilité, pour pouvoir quand même oser la relation. Voilà, c'est ça que ça m'évoque amour. D'accord. Aujourd'hui. Donc, tu es beaucoup plus... Si j'ai bien compris, tu étais aussi chanteuse quand tu étais jeune. Du funk au jazz à la chanson française, tu l'es toujours. Mais plus jeune alors. Ouais, voilà, plus jeune. Merci, je sais. C'est pas l'ego qui joue là. C'est possible, une pensée. Donc tu es plus social aujourd'hui parce que tu as su lâcher ou J'ai pas compris. On dit, si je t'ai bien compris, tu as moins peur de l'autre ou de la relation avec autrui. Tu l'étais moins avant ou ça s'est évolué? C'est différent, il y a moins d'enjeux. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Et là aussi, je pense que l'exemple des animaux m'a aidée. C'est vraiment... le mot qui me vient, c'est simplicité, clarté, où il n'y a pas de calcul ou bien d'envie spéciale. C'est ce fait de couper les attachements. Peut-être que au début, quand je voulais faire de la scène, j'avais envie qu'on me voie. J'avais envie... et ça, ça a de plus en plus disparu. Et du coup, maintenant, c'est juste une simplicité du contact, quoi. Donc, tu acceptes ce qui vient comme c'est, sans pas trop... Tu te poses pas de questions, tu n'y mets pas de valeur, tu ne projettes pas le futur, tu acceptes... J'essaye, en tout cas. Oui. Je me méfie un peu toujours des trucs absolus, tu sais. Toujours. La plupart du temps. Merci de me corriger. Non, je parle de moi, c'est pas tout le temps. Est-ce que tu as des routines? Un thème qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est les routines du matin ou les routines du soir. C'est quoi les routines du matin et du soir pour toi? Alors, vivant dans un monastère, il y en a qui sont déjà programmés. Donc, nous, on se lève tous les matins à 6h, voire un peu avant. Et à 6h30, on a 1 heure à 1h30 de méditation, cérémonie. Et le soir, on termine avec 1 heure de méditation encore. Et un repas en silence. Donc, c'est déjà très ritualisé. Mais pour les personnes qui n'habitent pas au monastère, ou moi, quand je suis en dehors... ma routine du matin, ça va être, dès que le réveil sonne, de prendre conscience de la première pensée. Ça, c'est hyper important. Au lieu de
commencer en étant déjà identifié au mental ou prisonnier de ma boîte crânienne. Dès que le réveil sonne, qu'est-ce qui apparaît? Quelle est la première pensée ou la deuxième? Mais voilà. Et ça crée déjà un recul, une désidentification par rapport à l'ego. Ça, c'est ce que je fais le matin. Et le soir, alors j'ai 2 routines. La première, c'est de remercier pour la journée. Parce que, voilà, en général, vu les conditions de vie que j'ai, c'est quand même assez merveilleux. Et puis, au moment où je ferme les yeux, et que avant de plonger dans le sommeil, je continue en continuant d'observer les pensées. Et juste ce recul, il y a quelque chose de très doux qui se passe au niveau du corps, c'est-à-dire des fois quand les gens se couchent, ils sont pris, ils pensent encore à un truc de la journée, ils n'arrivent pas à s'endormir, etc. Et quand on arrive à observer ça comme si c'était les pensées de quelqu'un d'autre, donc en faisant ce pas en arrière, moi je suis auditive, donc j'entends une voix, enfin ma voix peut-être parfois. Et du coup, ça permet de se détendre complètement et de plonger dans le sommeil. D'accord. C'est un petit truc pour pouvoir dormir. Parfait. J'entends souvent, comme tu aimes bien chanter, il y a la sutra du cœur, qui est très connue. Oui, tout à fait. Tu saurais me la chanter? Ah oui, je peux, oui. Bon, c'est long, hein. Donc, je peux faire un peu le début. Voilà, peut-être. Voilà. Ok. Donc, on le chante en japonais, et comment dire... c'est un sutra qui est pas compliqué parce qu'il y a qu'une note. Donc tout le monde peut chanter. Et là ici au centre, voilà. Mais il faudrait qu'on ait le texte, hein, sinon. Mais voilà. Mais donc il y a que une note de chant. Hein. Donc c'est lancé déjà. Maka hanya rametta shingyo 간지 자의부 zetgyojin 한야라미타 지쇼 갱금 가이크도의 사이크 야쿠샤리 시스케프 에크크프의 시키시케 조코제 etc. Voilà, ça dure 2-3 minutes. Pour conclure, tu peux nous expliquer un peu le sens des vêtements, de tes vêtements que tu as? Oui. Alors, donc ça, c'est des vêtements de voyage, on va dire. Hein. Donc, quand on travaille dans la journée, on porte un samoué, c'est un ensemble avec une veste et un pantalon. Quand on est en conférence ou qu'on voyage, on a un nagasamoué, c'est quelque chose qu'on met par-dessus le samoué. Et enfin, quand on pratique la méditation, les cérémonies, les rituels, on a un kolomo et un kesa. Donc, kesa, c'est cette toge qu'on voit chez les moines bouddhistes qui recouvre l'épaule, voilà, que le Bouddha lui-même avait de son temps. Et on a une petite version, aussi pour voyager, qui est ça qu'on appelle un rakusu. C'est pas fonctionnel. C'est pas fonctionnel, non. Ouais. Voilà. C'est pas une poche où tu mets non, c'est pas un petit des bics, quoi. Non. Ça pourrait, mais... Merci. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer? Peut-être aux gens qui traversent une période difficile dans leur vie, en ce moment. Ouais. Alors, le message, c'est vraiment... comment dire, les émotions sont impermanentes. Ça veut dire elles apparaissent et elles disparaissent naturellement. Et il est possible d'apprendre à juste les observer pour que ce mouvement se fasse de façon naturelle et pour retrouver une stabilité. Donc cette stabilité va venir aussi de retrouver le rapport au corps, c'est-à-dire de ressentir les jambes, le ventre, la poitrine, notre corps tout entier, pour lâcher le mental. Parce qu'on est devenus des êtres extrêmement complexes, hyper intelligents, on a toujours un coup d'avance sur tout, c'est fatigant. Et donc, l'idée du zen, c'est simple. On revient dans le corps, on devient un peu moins intelligent. Et on est heureux. Et où est-ce qu'on peut justement pratiquer la méditation aussi au Luxembourg? La méditation
Ah bah ici, à l'Airbus Building, parce qu'on vous remercie vraiment de nous accueillir dans ces très beaux locaux en plein centre-ville. Et puis dans un lieu aussi qui a une histoire et puis qui est empreint de valeurs de partage, d'échange. C'est ce qu'on a trouvé quand on est venu pour la première fois chez vous l'année dernière, au mois de décembre, où on avait cherché d'autres endroits et où la démarche était très commerciale finalement. Et en arrivant ici, c'est ce que j'ai dit au groupe, on s'est senti un peu comme à la maison. C'est-à-dire on a senti qu'on parlait le même langage de l'entraide, de la collaboration, qu'on commençait sur des valeurs humaines. Et ça fait du bien. Un petit site web peut-être. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Mais un petit site web. Oui, on a un site. On a un site web. Donc c'est le site général aussi du monastère. Donc ça s'appelle. Faut que je me rappelle c'est le piège. Je l'ai oublié aussi. Alors notre site au Luxembourg, c'est donc www.méditation-luxembourg.org. J'espère que c'est ça. D'accord. Sinon, mais je vais le mettre de toute façon. Voilà, merci. La vidéo. Camilo, merci beaucoup. Merci beaucoup, José. Merci pour l'invitation. Ça fait un plaisir. Merci. Partagé.